Alors, maintenant, on va s'intéresser aux principes, aux 5 grands principes de la construction passive. Je vous les ai déjà présentés dans une très ancienne vidéo, enfin il y a quelques années maintenant, sur les 5 grands principes qu'il faut respecter, sur lesquels il faut s'appuyer pour la construction de maisons passives. Le premier, c'est tout ce qui concerne en fait l'isolation et la performance des parois opaques, hein. Et là, donc, je vous avais donné quelques éléments sur cette performance à atteindre qui on part du principe que, grosso modo, on doit au moins respecter et atteindre une valeur U de l'ordre de 0,15, hein, donc 0,15 donc watts par mètre carré Kelvin, hein, ce qui fait un R de l'ordre de 7. Donc ça, c'est le minimum. En dessous, en performance, on a du mal à atteindre la performance passive. Et ben, je vais vous montrer les différentes parois moi, que j'ai pu mettre en place dans le cadre de la construction de ma maison passive, leur performance voilà, et comment on les a prévus, conçus et fabriqués. Allez, on y va. Alors, on va commencer par la première partie, qui est la partie horizontale, qui est la dalle bois. Donc c'est ce que vous voyez ici, hein, c'est une dalle en ossature bois assez classique. Vous pouvez voir alors l'OSB, là, qui est le panneau qui est posé par-dessus. Puis vous voyez qu'il y a un film blanc. Alors ça, c'est juste dû au fait qu'il a fallu la protéger, hein, puisqu'elle a été conçue avant les congés d'été. Puis là, la maison ensuite a été levée ensuite au mois d'octobre. Donc entre-temps, il fallait la protéger de la pluie, hein, parce que l'OSB est quand même pas un matériau qui résiste bien à la pluie. Donc là, ce sont des gros rouleaux de scotch en fait, qui sont faits pour faire ça, et que j'ai ensuite arraché à certains endroits, parce qu'une fois que ça avait été abîmé et que ça avait pris un peu l'eau, bah, l'eau restait en dessous. Donc c'était juste pour que ça puisse se sécher, mais ça n'a aucune importance, ça n'a aucun rôle ni sur l'étanchéité à l'air, ni sur quoi que ce soit. Donc la dalle bois, donc ici c'est ce que vous voyez la dalle bois, vous voyez là les scotch qui sont les trous en fait, d'insufflation de ouate de cellulose, hein. Vous en avez un tous les 60 cm à peu près, hein, qui correspond à l'anthrax des poutres en I qui sont mis au-dessus. Donc là je vous montre à quoi en fait elle ressemble en théorie, et ainsi que sa performance. Donc vous voyez, et on va le regarder euh, ici, que vous avez une grosse réserve de 12 cm, qui est une grosse réserve de sol, en fait, qui est prévue. Pourquoi? Alors pour plein de raisons. En fait, c'est assez pratique de prévoir une grosse réserve de sol, parce que ça va permettre de faire passer éventuellement des réseaux. Ça va permettre de compléter avec un isolant. Moi, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est 10 cm d'isolant complémentaire. Donc, ça sera de la fibre de bois incompressible qui me servira de support ensuite à mes planchers. Et donc, ça donne quand même beaucoup de souplesse. Ça va permettre aussi dans les salles de bain de faire passer les bondes pour les douches, etc. etc. Donc, cette dalle bois, donc, je vous ai montré ses performances. Là, ça coupe. En fait, elle est montée sur technopieux, hein, ce sont des vis, qui sont vissées dans le sol, en fait, assez profondes. Ah bah tiens, on va aller voir à quoi ça ressemble. Bon, là, on est en fait sous la terrasse, et on voit bien le principe des technopieux. Hein, vous voyez donc tous les pieux qui correspondent à le dessous de la dalle bois. Les pieux, quand ils sont un petit peu trop sortis, et là c'était nécessaire, en fait il faut les contreventer, hein, c'est les barres que vous voyez, les croix que vous voyez, mais sinon à l'intérieur c'est pas nécessaire, hein. On va essayer d'aller voir là-bas, vous voyez bien que en fait tous les autres donc les autres pieux sont directement libres. En fait ils sont portés, ils sont posés, ils sont vissés, et puis ensuite ils sont coupés à la bonne hauteur pour poser la dalle, ce que vous voyez ici, hein, le panneau du fond, hein, qui va supporter l'isolant. Et ça, c'est de la poutre en I pour limiter les ponts thermiques. Et il y a ça sur toute la surface de la maison, avec différents éléments. Là, bon, après, vous avez en bois, en métal, etc., qui fait tout le reste de la structure. Mais ça vous montre un petit peu comment c'est fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez pratique. Alors, vous voyez, il y a quand même une belle hauteur en fait en dessous, hein, parce qu'il y a là, il y a facilement 70 cm. D'autres endroits, il y a un peu moins, il y a plutôt 50. Il faut respecter au moins 50, hein, ça c'est comme ça permet d'être très bien ventilé et de faire donc d'éviter en fait que l'humidité en fait affecte la structure de la maison, et puis ça ventile en fait aussi tout le passage de migration de vapeur d'eau à l'intérieur de la dalle bois, même s'il est relativement faible, hein, faut être honnête. Mais bon voilà, faut être haut. Alors quand on est haut, ben, le problème c'est qu'effectivement, et là on le voit bien, on est loin du terrain, donc il faut mettre des structures ensuite pour, comme vous avez ici, une terrasse
pour pouvoir, si vous voulez, un petit peu circuler autour de votre maison, une structure un peu plus haute que le terrain. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle effectivement on est très perché là, hein. Vous voyez là, j'ai presque 5 mètres là sur les poteaux, les gros poteaux que vous voyez au milieu là, hein, entre le haut de la terrasse et le bas. C'est que en fait la maison n'était pas prévue du tout ici à l'origine, hein. C'était une question technique, hein, qu'on est obligé de la mettre ici au dernier moment. Elle était plutôt prévue sur la pente faible que vous voyez ici. Et donc là, en fait, elle était bien plus en contact avec le terrain. Ici, vous avez cette pente régulière de 20% là, qui remonte tout le long. Et pour des questions en fait pour des questions de source d'eau un peu compliquées à drainer, hein, en fait, on a décidé de la décaler avec toute la personne qui faisait le terrassement, avec le terrassier. C'était bien plus pratique de la mettre ici, mais avec l'impact qu'il a fallu réviser la manière de circuler à l'extérieur. Ok, donc vous avez vu la typologie de support sur lesquels en fait la dalle est posée, ses performances. Là, vous voyez qu'on a un U qui est de l'ordre de 0,10, hein, donc qui fait un R, le R c'est 1 sur U, hein, qui fait un R qui est à peu près de 1. Donc c'est extrêmement performant. En fait, c'est pas nécessaire d'être aussi performant. Là, on est un petit peu surperformant. Alors, ça s'explique par plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, il va y avoir des endroits qui vont être moins performants parce que typiquement, les endroits où il y aura les bacs à douche, par exemple, hein, puis les endroits de la cuisine où là, on va plutôt mettre une chape pour mettre du carrelage, puisqu'il était prévu du parquet un peu partout. Et puis en fait, à l'origine de la conception, il était prévu que cette dalle, il y ait 6-7 cm en fait, de terre crue, hein, pour pouvoir apporter de l'inertie. Et en fait, je suis revenu là-dessus. Alors je pourrais m'en expliquer sur une autre vidéo. Je veux pas que celle-ci soit trop longue. Donc c'est la raison pour laquelle finalement j'ai remplacé par de l'isolant, parce qu'il faut bien mettre quelque chose, mais c'est pas nécessaire d'aller si loin. Le 0,15 en dalle, en fait, c'est plutôt un bon point à atteindre. Bon, ensuite on passe aux murs. Alors, les murs ici c'est pas mal parce que aussi on voit les 3 étapes. En fait, on a 3 couches. Tout en haut là, ce que vous voyez, c'est la couche en fait qui correspond à l'ossature, c'est-à-dire les 22 cm de murs qui sont isolés en ouate de cellulose insufflée. D'ailleurs, vous voyez bien les trous d'insufflation qui ont été rebouchés, donc avec les scotch frein vapeur. Puis ensuite, on a 2 couches croisées, donc on voit la première couche en verticale, puis ici, vous voyez la deuxième couche à l'horizontale, en fait, pour compléter de 2 fois 40 mm supplémentaires de fibre de bois. Alors pourquoi parce que là, cette fois-ci, vous voyez, regardez, si on regarde la coupe et la performance, donc on obtient bien les 0,15 hein, minimum demandés. Et en fait, ces 2 couches croisées, ils permettent comme ça de gérer les mini ponts thermiques que représentent en fait les montants ossature bois. Donc en tout cas de les limiter et d'obtenir une performance qui est à peu près correcte, hein, sachant que c'est évidemment la plus grande surface de la maison. Hein, donc c'est une performance qu'il ne faut pas négliger. Hein. Là, le 0,15, il ne faut pas hésiter à essayer d'aller un petit peu plus loin, mais après on est vite coincé. Alors, on peut aller plus loin et c'est plus facile quand on fait un doublage avec du placo et des rails à placo, parce qu'en fait on peut glisser derrière des isolants un peu plus épais. Avec des structures bois, c'est un petit peu plus pénible, hein, ne serait-ce que pour les fixations. Mais moi, comme je ne veux pas mettre 1 gramme de placo dans cette maison, en fait j'ai que des structures bois, donc en fait j'ai bien 2 couches croisées, etc. Et ensuite je vais avoir une petite contrôlade verticale qui va me permettre de passer mes réseaux et de faire toutes mes finitions en lambris, en panneaux, enfin, etc. Et enfin, on regarde au plafond. Et au plafond, c'est comme les murs. Hein. Ce sont des caissons, hein, on va le regarder même comme ça. Ce sont des caissons qui font pareil, 60 cm, à peu près entre 50 et 60 cm d'anthrax. Hein. Ce sont des poutres en I ou des chevrons porteurs, ça dépend des zones de la maison. Là, on a quelque chose de bien plus performant. Là, on a réellement un R10, hein, un U à 0,10, hein, puisque on utilise de la poutre en I 400, isolée en ouate de cellulose. Puis vous voyez ici le frein vapeur, les trous d'insufflation, une fois de plus, la contrôlate qui tient le frein vapeur, et qui permettent en fait d'insuffler la ouate de cellulose dedans.
Bon, donc vous pouvez constater qu'on respecte cette première règle, hein, de la construction passive, c'est d'avoir nos trois parois opaques qui sont le sol, les murs et la toiture avec des performances qui soient au pire à 0,15 watts par mètre carré Kelvin. Hein. Vous avez vu, on est entre 0,13 et 0,10 hein, pour la plupart. Donc ça respecte bien le principe. Donc le principe constructif, vous l'avez compris hein, en ossature bois. Alors en ossature bois, pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est mon métier, donc évidemment, j'allais pas faire autrement. La seconde, c'est que en fait, ça permet quand même d'atteindre rapidement une performance enfin, importante, ne serait-ce que par cette typologie de construction en caisson, hein, que ça soit finalement, vous avez pu remarquer, que ça soit les murs, le sol ou la toiture, c'est construit de la même façon. Hein. Ce sont des caissons qui sont fermés de chaque côté par du bois, des panneaux ou un frein vapeur, et qui sont insufflés en ouate de cellulose. Donc on a la même typologie de construction, donc on a une forme d'homogénéité de la construction et donc de la performance. Donc ça c'est un point qui est assez important. Le deuxième c'est que c'est du bois, et la structure c'est du bois. Donc la structure, contrairement au métal, au béton, etc., cette structure bois, en fait, elle est peu déperditive, hein, puisque le bois en tant que tel, en fait, a un lambda à 0,13, hein, donc en fait, c'est pas tout à fait un isolant, mais c'est pas non plus quelque chose de très conductif. Donc en fait, la structure va avoir peu d'impact, en fait, déperditif sur la performance de la paroi. Donc c'est bien, parce que si on met du bois pour tenir cette maison, en fait, c'est pas des ponts thermiques gigantesques. Donc ça permet de gérer les choses assez facilement et d'avoir finalement une structure qui a peu d'impact sur l'isolant. Pont thermique, j'en ai parlé, c'est aussi un point important, c'est que en fait, avec ce typologie de construction, les ponts thermiques, il y en a peu. Hein, puisque en fait l'isolant a une forme de continuité, hein, puisque entre la dalle, les murs et la toiture, tout ça c'est complètement isolé en ouate de cellulose. Donc ça c'est vraiment un point important. Je reviens sur la dalle. Vous l'avez vu, je vous l'ai expliqué qu'il y avait une grosse réserve de sol, là, puisque j'avais prévu à peu près 10 cm de terre crue. Ça, c'était ce qui était prévu au début. J'ai évolué sur ce sujet-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, il s'est révélé que sur ce terrain, même si j'ai de la place, si j'ai un terrain important, la terre n'était pas d'une très bonne qualité pour faire quelque chose de porteur en terre crue. Hein, il n'y avait notamment pas assez d'argile et qu'il aurait fallu rajouter beaucoup d'argile et tout, donc avec un coût et puis une organisation un peu plus complexe que ce que je voulais faire en fait. Et puis, deuxième point, ça n'a de sens de mettre de l'inertie dans la dalle, donc avec une chape ou de la terre crue ou quoi que ce soit, qu'à partir du moment où on puisse transférer rapidement hein, la température, en fait, enfin, grosso modo, l'énergie entre l'air et le sol. Donc, ça veut dire que si on fait une dalle en terre crue, soit il faut la laisser en terre crue direct, soit il faut mettre un carrelage. Et je ne vais pas être tout seul à habiter dans cette maison. Et donc, il n'y a pas que moi qui choisis. Et en fait, finalement, par goût, on n'a pas envie de mettre de carrelage dans cette maison. Donc, il n'y aura pas de carrelage, donc, excepté dans la cuisine. Donc, la cuisine, on mettra de la masse, mais ça ne va pas apporter grand chose en inertie dans la maison, mais pas ailleurs. Donc en fait, ça ne servait à rien, donc autant mettre de l'isolant dans ces cas-là, et mettre un isolant un peu massique d'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose. Bon, et puis par ailleurs, l'intérêt de faire de l'autoconstruction, hein, puisque c'est un peu la première fois que je fais de l'autoconstruction, enfin c'est la première fois que je fais de l'autoconstruction. L'intérêt de l'autoconstruction, c'est quand on a peu de temps, ça veut dire que ça va s'allonger dans le temps, donc en fait ça prend du temps, donc on a le temps d'évoluer, et on a le temps de corriger en fait les choses qui, au fur et à mesure qu'on les fait. Contrairement à de la construction rapide, quand vous faites construire une maison, il se passe à peu près un an entre le moment où on fait la conception et le moment où la maison est finie de construire. C'est fini, tout est bloqué, on ne peut plus rien changer. Là, moi, ça fait déjà 3 ans et j'en ai encore au moins pour 3 ans. Donc ça me laisse le temps d'évoluer et de corriger au fur et à mesure, et ne serait-ce qu'avec l'utilisation de la maison. Donc ça, c'est un point important, et il se trouve que je réfléchis bien plus aujourd'hui à la notion d'inertie dans une maison ossature bois, hein, puisque la construction ossature bois finalement est très peu inertielle, donc en fait il a toujours été dit où on cherche toujours à rajouter de la masse, et quelquefois quand on ne peut pas vraiment le faire, ou au prix beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de matière, etc., peut-être que ça vaut le coup de ne pas le faire et de réfléchir autrement. Et ça, c'est un peu ma réflexion actuelle. C'est un petit peu tôt pour que je vous en parle, mais on en reparlera sûrement un petit peu après.
je pense que c'est pas si clair que ça et qu'il peut y avoir des alternatives au fait que de mettre de l'inertie dans la maison. Bah, une des solutions, c'est de la mettre en dehors de la maison et de jouer avec aussi. Et ça, bah, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis. Donc voilà, bon, donc, vous avez vu cette première partie, ce premier principe, l'isolation et la performance des parois opaques. Et ben, le principe numéro 2, si vous avez déjà vu ma vidéo, sinon allez la revoir. Bah, le principe numéro 2, c'est la performance des parois vitrées des menuiseries. Donc on voit ça après.